Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Jouffre, cofondateur de Gringo. Salut Guillaume. Salut Armelle. Alors Guillaume, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Alors c'est une question un peu difficile. Alors je vais pas raconter l'histoire de depuis tout petit je voulais être entrepreneur, etc. Parce que c'est pas vrai. Et c'est quelque chose qui s'est solidifié beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours été dans les sports co quand j'étais jeune. Tu vois, j'ai toujours été. Mes parents m'ont éduqué avec un certain sens du collectif, des valeurs de faire ce qui était juste, etc. Et je dirais que ça c'est m'ont aussi transmis le côté il faut vraiment être sérieux à l'école, apprendre, etc. Bon, on transmis un certain nombre de choses comme ça qui après se sont retrouvées un peu plus tard sur le chemin, je dirais, et notamment quand je suis passé en école d'ingénieur à Polytechnique. Après j'ai fait du conseil en stratégie dans une logique d'apprendre plein de choses que je savais pas, etc. Donc ça c'est aussi une notion, on va dire, peut-être d'humilité quelque part, qui est de se dire il y a plein de choses que je sais pas, j'ai envie d'apprendre toujours plus, de curiosité, etc. Et puis écoute, sur l'entrepreneuriat ensuite, moi ça a été vraiment une démarche d'entrepreneuriat à impact, donc je dirais que de me dire qu'est-ce que je peux faire à mon échelle modestement pour contribuer à réduire, limiter les émissions de CO2 notamment, à contribuer à avoir un futur désirable d'un point de vue climatique et plus largement, et je dirais que c'est des choses qui m'avaient été transmises originellement par mes parents, de passer mon temps et mon énergie à faire ce genre de choses. Ok, alors tu nous as dit que tu avais fait l'IX, donc l'école polytechnique. Ensuite, tu as fait un passage dans le conseil. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes entre la fin de tes études et la création de Gringo ? Écoute, en école d'ingénieur, c'est là que j'ai commencé à travailler sur ce côté entrepreneuriat. Donc, je suis passé aussi en école de commerce à la LSI, à Londres. Mais j'étais pas mûr. Enfin, tu vois, j'avais déjà cette idée d'entreprendre, mais j'avais pas l'impression d'avoir les moyens concrets, techniques de le faire, tu vois, sur la maturité professionnelle. C'est pour ça que le conseil était pour moi la prépa un peu du business, l'équivalent. Donc l'idée de se dire, tiens, mais on va toucher à plein d'industries, dans des hauteurs déjà stratégiques assez élevées, toucher un petit peu aussi à quel endroit dans quel endroit j'ai envie d'aller, donc de la découverte aussi. Et écoute, il se trouve qu'ensuite le vrai déclic, si tu veux, ça a été vraiment la prise de conscience sur le problème climatique, où j'avais dans la tête l'idée d'entreprendre, mais j'avais pas encore le pourquoi faire en fait. Quel est l'objectif racine ? Est-ce que c'est pour être riche ? Est-ce que c'est pour avoir un impact ? Est-ce que c'est parce que ça me plaît juste ? En réalité, c'est multifactoriel, mais j'ai vraiment découvert ce pourquoi c'était d'avoir un impact, véritablement. Et c'est ça, moi, qui m'anime tous les jours. Et donc, je dirais que il y a eu des étapes un petit peu comme ça intermédiaires avant de se dire go, montons une boîte à impact. Comment tu as eu l'idée d'ailleurs de Gringo ? L'idée, elle part du déclic, comme je te le disais. Ensuite, il y a eu une phase de divergence, de se dire où sont les émissions de CO2, dans quelle industrie il y a quelque chose à faire, dans quelle industrie personne ne fait rien aussi peut-être. Et donc en fait, ça a été un foisonnement, si tu veux, d'idées. Et le tourisme assez vite en fait m'a attrapé. Pourquoi ? Parce que c'est 11% des émissions mondiales de CO2, ce qui est considérable. C'est une industrie, contrairement à d'autres, où personne n'avait vraiment pris le sujet en termes d'acteurs. C'est pas comme dans la mode ou l'agriculture par exemple, l'alimentation, etc. Il y avait quand même déjà beaucoup d'initiatives, et dans le tourisme, assez peu, et même, très très peu même, alors que c'était un secteur très très émetteur, quoi. Et je dirais qu'il y a eu l'aspect, donc, ce raisonnement un petit peu quantitatif, mais il y a eu aussi après le volet plus émotionnel, quoi. Et le volet de se dire, en fait, moi, j'ai réalisé, je savais pas que j'avais un impact comme ça en allant, en prenant l'avion, en allant loin, et je réalisais pas aussi que je connaissais rien des choses juste à côté de chez moi, quoi. Donc, il y a ce côté, c'est dommage parce qu'on a des options 1000 fois moins carbonées, juste là, et en fait, où
on a autant de plaisir finalement. Et voilà, et je dis pas qu'il faut plus jamais aller loin et s'ouvrir à l'ailleurs, etc., au lointain, mais on a matière à réduire très très nettement nos émissions de CO2 dans le tourisme sans sacrifier le plaisir. Voilà, et j'ai eu envie de mettre quelque chose en œuvre qui vient maximiser ce plaisir et minimiser cet impact, quoi. Voilà, très simplement. Alors du coup, est-ce que tu peux nous nous présenter les activités de Gringo? Oui, donc Gringo, aujourd'hui, on est le leader des vacances éco-responsables en France, hein. Donc on propose plus de 16 000 hébergements éco-responsables sélectionnés réservables en ligne, hein, qui ont tous un petit quelque chose en plus. Donc voilà, on essaye vraiment on a toujours ce côté maximiser le plaisir, minimiser l'impact, hein. Donc on a des séjours qui sont notés 4,8 sur 5 en moyenne, hein, et c'est pas juste des hébergements, c'est vraiment des expériences que tu vas vivre sur place, qui ont une démarche environnementale engagée, hein, qu'on vient évaluer sur une grille de 113 critères écologiques, sur toute une méthodologie en fait environnementale qu'on a développée, et on tâche de construire les outils fonctionnels et techniques qui permettent de faciliter le fait de trouver des vacances qui donnent envie ou des week-ends qui donnent envie, très simplement, et qui vont avoir un faible impact environnemental. Donc c'est vraiment ce que l'on construit avec Gringo petit à petit, hein, mais on est aujourd'hui le leader des vacances éco-responsables en France pour le moment. C'est quoi les anecdotes des débuts? Est-ce que vous avez eu des grosses galères que tu peux nous raconter? Alors je pense comme dans tout projet entrepreneurial, au début, tu apprends, mais il y a aussi tellement de choses à faire et tu pars de tellement rien que il y a une opulence de choses à faire qui fait que ça peut être un peu écrasant parfois et même stressant, hein. Et alors une anecdote peut-être, c'était la semaine avant l'accouchement de ma femme, parce que ma femme a accouché au bout des 6 premiers mois de Gringo, on va dire, et il se trouve que on était passé sur France Culture quelques jours avant l'accouchement de ma femme, et on avait des process qui n'étaient pas prêts à passer à l'échelle en fait. Et on a eu un raz-de-marée de demandes d'inscription hébergeur, et donc nous, vu qu'on faisait un filtre, qu'on prend pas tout le monde sur la plateforme, on avait un appel avec chaque hébergeur à cette époque-là, et donc on a les calendriers donc mon associé Mathieu qui gérait ça, qui se sont remplis à ras-bord du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Et donc on avait plein d'hébergeurs qui pouvaient pas s'inscrire parce qu'ils n'avaient pas de créneau de réservation, et donc cette semaine-là avec Mathieu, on a été obligé de travailler jour et nuit pour éponger ce flux d'opportunités jusqu'à vendredi 21h, et à 9h on était dans la salle de maternité avec ma femme pour l'accouchement qui a duré 40 heures ensuite. Enfin bref, voilà. Donc une petite anecdote ça a son intensité dans ce genre de moment-là, mais bon, quand c'est pour du positif, je dirais que ça se vit bien aussi, quoi. Bon, t'as eu un petit coup de chaud là, un petit coup de surchauffe peut-être. Voilà, un petit coup de chaud, mais bon, qui nous a montré que on n'était pas prêt à passer à l'échelle sur certains aspects, que ce qui marchait à 6 mois ne marchait plus là tout de suite, mais bon, qu'il fallait aussi se donner les moyens et essayer de composer aussi entre ces équilibres pro, perso, parce que moi l'idée c'était quand même que je sois avec ma femme et que j'ai, après 2 semaines de battement, pour assumer le nouveau rôle aussi que j'allais avoir de papa, quoi, hein, qui n'était pas juste de chef d'entreprise. Donc écoute, c'était assez sportif. C'est quoi pour toi le risque? Alors le risque, c'est une notion sur laquelle on peut être assez philosophique finalement, hein. Et je dirais que le risque, pour moi, la première chose qui me vient comme ça, tu vois, spontanément, c'est le risque est relatif, si tu veux. C'est quelque chose qui est relatif. C'est-à-dire que il y a une partie de mon cerveau qui se dit, oh là là, il y a un risque énorme dans ce que je fais, et la boîte peut couler du jour au lendemain, et il y a tellement de facteurs de risque, entre les facteurs le business model, est-ce qu'on va arriver à avoir assez de clients assez vite, assez de fournisseurs, de partenaires côté hébergeur, les risques légaux, les risques techniques, est-ce qu'on va, donc je me dis, il y a énormément de risques, et la réalité, hein, même quand on voit les chiffres des startups, c'est que la probabilité la plus forte, c'est qu'on n'y arrive pas. Voilà. Et donc le risque, c'est que on déploie toute cette énergie pour rien. Donc ça, c'est une manière de le voir, c'est un prisme. Il y a une autre manière de le voir qui est de se dire exactement l'inverse, c'est-à-dire que, mais finalement, on risque rien, en fait. Qu'est-ce qu'on risque? Si le seul risque c'est de rater, de pas réussir à faire une boîte, c'est un risque qui me paraît relativement limité. Je veux dire, on est quand même jeune, en bonne santé, on travaille sur des sujets méga intéressants, on est dans un monde où il y a 70-80% des gens peut-être qui galèrent à faire les fins de mois, à manger, qui sont pas en bonne santé dans le monde entier. Enfin, tu vois, au final, on n'a aucun risque. On ne peut que savourer ce chemin dans lequel on est, qui est extrêmement stimulant. On est privilégié quelque part, donc on aurait tort de le voir sous l'angle du risque, de se dire qu'il y a des risques. Bon, tu vois, donc c'est une autre manière de voir les choses, qui est de se dire, tiens, dédramatisons peut-être le truc, quoi. Certes, il y a des risques si je le vois d'un point de vue CEO et risque business, etc.
Mais d'un autre côté, franchement, je suis pas à plaindre. On apprend énormément de choses. Enfin, tu vois, on se nourrit, on progresse. On a une formation XXL hyper rapide sur plein de choses. Enfin, je vois plus d'opportunités et plus de valeur ajoutée que de risques au final. Et après, on peut faire une synthèse de ces deux choses, quoi. Voilà, aussi, il y a peut-être, c'est bien, mais tu as peut-être un risque que je m'abîme la santé aussi, peut-être, tu vois, quelque part. Donc, il y a peut-être des choses un petit peu entre les deux. Voilà, il faut, voilà, moi, tu vois, je parlais de la parentalité, etc. Le risque, c'est peut-être que je sois un mauvais père au final, parce que je peux pas allouer assez de temps peut-être à mon fils au détriment de ça. Donc il y a des choses quand même relativement et qui seraient entre les deux, tu vois, de ces deux prises que je pourrais te dire, qui pourraient avoir un certain niveau de gravité quand même quelque part plus tard. Donc je dirais que le risque est multifacette et multiprisme peut s'apprécier de manière très très différente et toujours à relativiser en tout cas, voilà, d'une manière ou d'une autre. Tu dirais que c'est quoi le plus gros risque que tu as pris dans ta vie? Et surtout, pourquoi est-ce que tu as pris ce risque-là? Je dirais que le plus gros risque dans ma vie, c'est pas d'avoir monté Gringo, c'est d'avoir fait un enfant. Voilà. Et d'en avoir fait un deuxième d'ailleurs, parce que ma femme devrait accoucher d'ici quelques semaines. Et en quoi j'estime que c'est un beaucoup plus gros risque de monter une boîte, c'est que c'est une action qui est complètement irréversible et qui sera durable dans le temps. Une boîte, je veux dire, elle coule dans 2 ans, on n'entend plus parler. Bon, voilà, terminé quoi. Hein. Un enfant, t'as une responsabilité qui est beaucoup plus lourde parce que déjà tu vas avoir une phase au minimum une vingtaine d'années pour lui transmettre énormément de choses. Il va y avoir c'est un chantier extrêmement complexe et difficile de transmettre tout ce que tu as besoin de transmettre dans un monde où il va être exposé à 8 milliards de stimulus externes que tu pourras pas maîtriser. Tu vas réussir à créer un écosystème où voilà, il va réussir à se développer, à être heureux, à diffuser quelque chose de positif autour de lui à terme. Et c'est quelque chose qui est très risqué par nature d'arriver à, voilà, moi l'objectif que j'ai dans ma vie, c'est d'être heureux. Et donc, qu'est-ce qui me rend heureux? Ce qui me rend heureux, c'est les autres. Et voilà. Et en premier lieu, mon cercle, bon, l'ensemble, on va dire, hein, mais en premier lieu, je dirais mon cercle proche, peut-être, et de rendre heureux, du coup, mes enfants, ça, c'est quelque chose qui est par nature, donc c'est existentiel, tu vois, pour moi. Rendre heureux mes enfants, c'est ça qui va me rendre heureux, c'est ça l'objectif de ma vie. Et c'est très risqué c'est très difficile à réaliser, voilà, je trouve. En tout cas, de maîtriser le risque que ça n'arrive pas, quoi. Voilà. Ok, alors du coup, comment tu le vis le risque? C'est quelque chose qui t'excite, qui te paralyse? Ça te fait quel effet? Et je conçois que c'était pas une réponse forcément typique de ce qu'on peut te répondre habituellement. Le risque, c'est quelque chose qu'il faut réussir à domestiquer. Et au début, de manière brute. Alors, bon là, si je focalise plutôt sur l'entreprise, hein, parce que bien sûr, monter une boîte, c'est un gros risque, et ça, voilà, je n'irai pas rien, je n'irai pas ça. Et si je le prends sur ce langue plutôt voilà professionnelle, le risque, voilà, ça se domestique parce que au début, quand on est dans un niveau de risque qu'on n'a jamais pris, hein, donc moi, tu vois, clairement, dans le milieu professionnel, monter une boîte, c'est un gros gap de risque par rapport à ce que tu faisais avant quand tu étais en salariat typiquement. Et au début, de manière brutale, le risque te stresse, va te challenger très fortement sur le plan émotionnel, hein, sur le plan de la réaction, de l'accueil de ce risque, de la réaction, etc. Et donc, je dirais que le risque peut être très moteur, mais peut être aussi très nocif si tu n'arrives pas à le domestiquer, à l'accepter. Donc, il y a vraiment une phase d'arriver à s'acclimater à ce risque, d'arriver à l'accueillir, d'arriver à se dire, tiens, de toute façon, je dirais pas que c'est une fatalité, mais c'est structurel. Hein. Voilà, t'as une boîte, il y a des coûts, les coûts anticipent toujours les revenus en général. Hein. T'as le risque financier qui est très très fort, hein, bien sûr. Et donc c'est comme ça en fait. C'est de l'accepter, de se dire accueillir. Voilà, maintenant que je l'ai accepté, que je l'ai accueilli, qu'est-ce que j'en fais? Comment je me comporte pour en faire une force? Et une avancée, une motricité, plutôt qu'une faiblesse, plutôt que quelque chose où on part pouler sans tête dans toutes les directions, on panique, etc. Donc, je dirais qu'il y a une vraie gestion émotionnelle à avoir du risque. Si on fait une métaphore, c'est un peu comme une prise de judo, quoi, finalement. Je pense qu'il faut utiliser la force du risque à son profit et cette énergie, voilà, pour en faire quelque chose de vraiment très puissant, plutôt que quelque chose où on se fait écraser, en fait, par ce risque-là, quoi. Si tu regardes ton parcours, quelle a été, selon toi, ta plus grosse erreur? Et surtout, qu'est-ce que tu en retiens? Alors, j'aurais du mal à isoler une erreur concrète en particulier. Je dirais que c'est quelque chose de peut-être de plus diffus. C'est justement d'avoir été trop stressé. Enfin,
voilà, laisser le stress dominer, on va dire. Et donc le risque écraser quelque part un petit peu les choses et les comportements. Et donc ça veut dire faire trop de choses à la fois, réagir trop vite, trop impulsivement par rapport aux choses et pas de manière assez posée. T'éparpiller en quelque sorte dans trop de directions, pas avoir les bonnes attitudes forcément de manière collective avec tes associés, avec tes salariés, avec ton entourage même proche, familial, amical. Je dirais que voilà, c'est cette inefficacité, mais aussi cette noirceur auquel peut t'amener le risque, si tu voilà, et le stress si tu le laisses dominer et te dominer et que tu l'as pas domestiqué. Donc je dirais que ça c'est quelque chose, c'est quelque chose que je réalise aujourd'hui et que j'aurais aimé faire différemment et sur lequel je travaille énormément d'ailleurs, depuis plusieurs années déjà quoi maintenant. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Où est-ce que tu puises ta motivation? Pourquoi en fait, pourquoi faire ça? Donc tu vois, t'as un ouvrage très connu de Simon Sinek sur le Start with Why, que tu connais sans doute. C'est de dire pourquoi je suis en train de faire ça. Et tout ce qui me raccroche à ça, tu vois, hier je regardais un documentaire justement avec mon fils sur la fonte des glaciers, etc. et les impacts que ça pouvait avoir. Et à la fin, tu reprends une petite piqûre de rappel. Ah ouais, en fait, c'est bon. Je me souviens maintenant. Je me souviens maintenant pourquoi je suis là-dedans. Et là, ça c'est dur, mais c'est pas grave. Et quand je vois même mon fils, ouais, là, il est heureux, mais voilà, pour préserver ça, c'est un investissement de tous les jours et ça nécessite de passer par des épreuves et voilà, je sais pourquoi je le fais. Toujours se raccrocher à cette bouée-là de pourquoi je le fais. Et moi, c'est cet angle-là, mais je veux dire, c'est applicable à tout le monde. C'est qu'est-ce qui, au final, m'anime profondément et quel est mon principal driver, quoi, en tant que personne. Et ça, c'est le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'avoir fait cette introspection-là dès le début pour pouvoir se raccrocher à ça comme un rocher qui ne bouge pas dans une tempête, quoi. Voilà. Et à contrario, est-ce que tu as des grandes satisfactions, des grands accomplissements dont tu es particulièrement fier? Pareil, je vais pas avoir quelque chose de concret, de spécifique. C'est pareil, c'est plus diffus. Mais je dirais que c'est aussi assez difficile d'avoir un sentiment de fierté et d'accomplissement parce qu'on est toujours au milieu, entre deux eaux, de se dire ah il reste encore trop de choses. Et pour l'instant, je me satisfais pas encore totalement. Et je serai fier plus tard, voilà. Et ça, c'est vraiment un instinct. Mais en tout cas, si je devais me forcer à me mettre dans cet état d'esprit, à voir quelque chose dans cet angle-là, je dirais les liens humains qu'on a réussi à créer grâce à cette aventure. Et voilà, tu vois, on a plus de 250 000 personnes aujourd'hui dans notre communauté. Ça a été déjà des dizaines de milliers de séjours et on a créé vraiment des liens entre les gens. Voilà. En prenant un angle à la base qui est délicat, c'est-à-dire le changement climatique, le côté écologique qui peut être un peu anxiogène pour certaines personnes, qui est généralement pas forcément perçu de manière bienveillante, tu sais, et c'est vrai que sur un sujet donc difficile dans un secteur où le voyage et la liberté, c'est voilà, m'emmerdez pas en fait, tu vois, donc je dirais que d'avoir réussi à quand même véhiculer des choses, à avoir créé des liens humains entre des hébergeurs, des voyageurs, toute une communauté, on a des retours d'échanges fabuleux qui se créent entre les gens et de choses qui se réalisent, de bonheur en même temps, de gens qui réalisent, putain, en fait, c'est vrai que c'est tellement simple et ça crée tellement de bonheur et en fait, il n'y a pas besoin forcément d'aller au bout du monde systématiquement, etc. Voilà, je dirais que c'est cette chose très intangible, tu vois, où je suis vraiment heureux de ce qu'on a réussi à créer là-dessus, quoi, cette dynamique sociale, on va dire purement. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? On en a donné tellement de bons que c'est difficile d'en isoler un, mais je dirais que si je devais en retenir un, c'est l'humilité, voilà. C'est d'être toujours humilité parce que ça c'est à la racine de tout. Et si t'es humble, tu vas te dire voilà, tu vas toujours avoir envie d'apprendre, etc. Donc c'est une motricité incroyable. Si t'es humble, tu vas aussi être plus respectueux des gens, tu vas aussi te nourrir des autres, tu vas aussi les nourrir et tu vas avoir un moteur d'avancer complètement phénoménal. Et au début, ça peut avoir un coût, on va dire, et notamment pour tout ce qui est rapport aux autres, etc. De se dire là on me fait un feedback, je suis pas d'accord et ça m'énerve et moi aussi j'ai envie de dire ça et machin et bidule, mais en fait prendre tout ça et même tu vois nous on le voit par rapport à tous les retours qu'on a pu avoir sur Gringo et sur l'entreprise B2C, notamment sur ces sujets-là un peu clivants comme je te le disais,
je pense que le nombre de retours utilisateurs qu'on a eu négatifs de gens pour un X ou Y se chiffre en milliers, hein. Donc, et comme toutes les boîtes d'un secteur avec un niveau d'exposition comparable, hein, c'est pas propre qu'à nous, hein, mais avoir l'humilité de le prendre quand même, de se dire, ah voilà, bah, je suis peut-être pas d'accord, mais je m'en sers quand même, etc. Et ça, pour moi, c'est capital aujourd'hui, voilà, dans le développement personnel, mais aussi dans le développement de la boîte, de tout ce qu'on va faire par derrière. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une aventure entrepreneuriale, autre que l'humilité, évidemment? Il y en a plein. Bah déjà, faut y aller. Le risque, finalement, n'est que relatif. On apprend tellement que ça vaut toutes les formations du monde, hein. Donc je dirais que faut pas avoir peur, faut pas faut réfléchir. Ça c'est clair que il faut pas foncer tête baissée non plus, hein. Faut avoir une part de réflexion, puisqu'après une fois qu'on est vraiment plus loin dans le chemin et qu'on a fait des choix, voilà, les choix, il y a des crans d'arrêt certains choix, hein, donc faut quand même réfléchir, mais ne pas se laisser animer par la peur, mais se laisser animer par le désir, l'opportunité, la soif d'apprentissage, par tout ça, quoi. Par le côté, par les énergies positives plutôt que par les énergies négatives. Alors, puisque tu parles d'énergie positive, comment est-ce que tu vois les choses pour ton business dans les 10 prochaines années et d'une manière générale pour l'industrie du tourisme? Écoute, je vois énormément d'opportunités. Je crois qu'on a fait une première percée déjà là qui est significative, qui est pas encore décisive, puisqu'on a encore plein de challenges devant nous sur l'aspect différenciation, sur l'aspect passage à l'échelle, etc. Mais pour moi, c'est plein d'opportunités, mais aussi plein d'exigences pour arriver vraiment à trouver du dynamisme, de la pérennité. Voilà, pour vraiment craquer le truc, tu vois. Il nous faut encore vraiment beaucoup d'exigences et beaucoup de travail. Et encore une fois, avec humilité, mais aussi avec ce côté humilité et excellence, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu sais avec une certitude absolue? Que le travail paye toujours à la fin. Et quand je dis paye, c'est pas au sens forcément financier du terme. C'est avec tous les tangibles et tous les intangibles que ça peut comporter. Et moi, tu vois, l'argent est quelque chose qui m'a jamais vraiment trop animé en réalité. Et moi, je m'en fous de gagner de l'argent à Gringo. Ce qui m'importe, c'est ce que j'aurais pu créer comme impact et à titre plus personnel, ce que j'aurais pu apprendre sur le chemin. Et je sais que rien que travailler avec cette humilité, ça paiera même pour moi à la fin. Voilà. Et je viens de lire un livre qui s'appelle Good to Great, que tu connais peut-être. De Jim Collins, c'est l'un de mes livres préférés. Voilà, qui est à mettre vraiment. Alors là, si on a un conseil à donner, je pense, c'est de le mettre tout en haut de la liste des livres à lire. Voilà, avec ce concept de leadership niveau 5, enfin le L5, voilà, qui est un mix d'humilité et de professional will, hein. J'ai lu en anglais, donc j'ai pas le vocabulaire en français, mais voilà, donc c'est si on travaille dur et qu'on a cette humilité, de toute façon à la fin on arrivera quelque part. Voilà. Bon, alors tu nous as donné ton conseil lecture. Est-ce que tu aurais un conseil film ou documentaire à regarder éventuellement? Ben, sur le côté documentaire, je te parlais de ce que je regardais hier. C'est voilà, sur le documentaire One Planet, voilà, qui est fait produit par la BBC notamment, avec la bonne narration de David Attenborough, qui est voilà, très célèbre dans son raconter la vie en général et la nature, etc. Et ça, c'est quelque chose que je peux recommander sous toutes ses formes. Il y a plusieurs films, il y a des séries, enfin voilà, il y a des déclinaisons, donc ça, je ne peux que recommander ça. Ça fait réaliser pas mal de choses. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Je pense que tu m'en as posé déjà des très difficiles, donc une question facile peut-être. Comment ça va aujourd'hui? Je t'ai posé cette question-là. Tu me l'as posée, voilà. Mais voilà, une question peut-être simple et basique. Je reviens pas à toi qui as dû subir des heures et des heures de colle en prépa. T'arrives à te faire coller encore. Bien, merci beaucoup Guillaume Jouffre, cofondateur de Gringo, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que le risque est relatif. Il y a de très nombreux facteurs de risque et la probabilité la plus forte est votre projet aboutisse à un échec. A contrario, on peut aussi se dire qu'à partir du moment où on a la santé et où on vit en France, on est privilégié et on a en réalité très peu de risques. Bref, comme disait Einstein, tout est relatif.
Le deuxième point, c'est que faire un enfant, voire 2, comme Guillaume Jouve, eh bien c'est beaucoup plus risqué que de créer une entreprise, parce que c'est un acte irréversible avec un niveau de responsabilité qui n'a pas de limite. Le troisième point, c'est que le risque peut être très moteur, mais aussi très bloquant si on n'arrive pas à l'accueillir et à l'accepter. Il faut donc s'interroger sur sa relation émotionnelle au risque avant de se lancer dans un projet. Le quatrième point, quand c'est difficile, interrogez-vous sur votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans ce projet? Qu'est-ce qui vous anime? Quel est votre principal driver? Et enfin, le cinquième point, l'humilité est un moteur d'apprentissage insoupçonné et le travail finit toujours par payer. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.